Puisqu'il est l'heure, donc on va commencer, hein, le temps que, voilà, que Youssef mette en place en effet le diaporama. Alors, merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir donc, parmi nous. Et merci surtout donc, à Frédéric Bekassis de nous faire donc, le plaisir et l'honneur donc, de se joindre à nous donc, dans le cadre de ce séminaire. Frédéric Abécassis, que vous connaissez pratiquement presque toutes et tous, est agrégé d'histoire. Il est maître de conférence donc, à l'École normale supérieure de Lyon. Et il est membre donc, du laboratoire de recherche, donc, le LARA, donc laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Frédéric a enseigné donc, en Égypte durant plusieurs années, avant de rejoindre les universités de Tours et de Clermont-Ferrand, et puis ensuite donc l'École normale supérieure de Lyon. Il a également été donc pendant certaines années au Yémen, en Algérie, au Maroc, et il avait enseigné également donc à l'INALCO et à l'Institut donc, d'études politiques de Lyon. Il a été directeur de la collection Société Espace Temps à l'ENS, édition. Puis il a été rédacteur en chef donc, de l'année du Maghreb, donc c'est la revue sociologique donc, qui est spécialisée dans les questions donc, relatives au Maghreb. Entre 2018 et 2021, il a été directeur donc, des études à l'IFAO, donc à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, où il avait également dirigé donc, les annales islamo-logiques. Et depuis 2022, Frédéric donc, est directeur du GIS, donc c'est le groupement donc, à intérêt scientifique Moyen-Orient et monde musulman. Alors il a publié bien sûr, donc ce sont des textes que vous trouverez sur le net également, de nombreux articles et coordonnées également de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'enseignement méditerranéen en Égypte et au Maroc, sur l'histoire des diasporas dans le monde musulman contemporain, et la présence donc, des migrants juifs du Maghreb. Tout récemment, donc, avec bien sûr les membres de l'association Raja Tikva, donc, ce qui est une association d'amitié arabo-juive, donc, il avait présidé avec Karima Diresh à l'exposition qui a eu lieu donc, à la mairie du 1er arrondissement entre le 21 et le 29 janvier 2025. Merci Frédéric, à toi donc, d'avoir accepté de nous éclairer sur les grands bouleversements géopolitiques consécutifs donc, à la Première Guerre mondiale et aux accords secrets qui ont consacré le découpage actuel du Proche-Orient et affirmé donc, la domination des puissances coloniales européennes sur l'espace compris entre la mer Noire, la mer Rouge, l'océan Indien et la mer donc, Caspienne. Vous voyez, c'est un espace immense. Donc, j'espère qu'à travers les éclairages qui nous seront donnés par Frédéric, nous finirons par voir un peu plus clair hein, dans cette zone sombre donc, du monde. Merci et à toi donc, la parole. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Tiens, prends le mien. 1, 2, non. Ouais, je veux bien. Bon, merci beaucoup, Salah, de cette présentation. Merci à vous toutes et tous d'être présents. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir m'exprimer devant vous et vous raconter ce que je... alors, en fait, vous faire un peu un rapport d'activité, puisque, en fait, en 2000... Donc, comme l'a dit Salah, je suis à l'École normale supérieure de Lyon. Notre métier, je dirais notre fonds de commerce, c'est de former des enseignants et de préparer de jeunes étudiants à passer les concours de l'enseignement. Et j'ai eu la chance, en fait, en 2017, de faire partie du jury du CAPES d'histoire et géographie. Et au moment où une question commune d'agrégation d'histoire et d'agrégation de géographie et du CAPES portait sur le Moyen-Orient de 1876 à 1980. Alors c'est une question, comme tu l'as dit, très, très large,
un siècle entier avec un événementiel absolument très difficile à déchiffrer, à comprendre et terrible pour les pauvres étudiants qui ont dû plancher sur ces questions. Avant que les étudiants ne planchent, les enseignants ont dû se mettre à la page. Et on doit cette question de concours, vous savez, quand une question arrive au concours, il y a des lobbies dans l'éducation, et c'est vraiment qu'il y a un champ historiographique qui se sent prêt, qui a déjà publié des manuels, qui a des recueils de textes, qui peut faire valoir des sources qui permettent aux étudiants de travailler la méthode historique et se poser des questionnements pertinents. Là, cette question, elle innovait parce que, de fait, elle portait sur un champ très vaste, arabophone, persanophone, donc l'Iran était inclus, l'histoire de l'Iran pendant ce siècle-là était incluse dans ce Moyen-Orient, turcophone et hébraïsant, puisque la diaspora juive ou l'implantation juive en Palestine, puis Israël faisait aussi partie de ce programme. Donc un programme démesuré qui coupait aussi avec les traditions qu'on avait pu chacune nourrir dans les pays sur lesquels on travaillait. Salah a dit que j'avais travaillé en Égypte, au Maroc. Les autres endroits, vraiment, ça a été des missions ponctuelles. Mais voilà, quand on observe les choses depuis un endroit, on est très vite assez fier et assez, je dirais, lié à cet endroit, au point d'adopter les manières d'écrire l'histoire et de se représenter l'histoire de ces endroits-là. Je me rappelle des premiers congrès dans les années 90, où les chercheurs français qui travaillaient sur Israël et les chercheurs français qui travaillaient sur l'Égypte ne s'adressaient quasiment pas la parole. Et donc l'enjeu, c'était aussi de décloisonner ces aires linguistiques et de compréhension. Et donc j'ai eu le privilège de poser le sujet qui est tombé au concours en 2017, donc le sujet du CAPES, et qui était un commentaire d'une série de documents et dont l'intitulé était « La Première Guerre mondiale, rupture et continuité ». Et la question, vous voyez, était de savoir, à travers l'analyse d'une série de documents, comment, jusqu'à quel point, et est-ce que vraiment c'est la Première Guerre mondiale qui a été fondatrice de tout et qui a été véritablement qui a façonné un nouveau Moyen-Orient. Je terminerai aussi cette introduction en disant que l'un des enjeux du sujet, et je ne suis pas sûr qu'on ait bien réussi de ce côté-là, c'était de faire sentir aux étudiants... Je vous donne une anecdote. Donc, sujet, le Moyen-Orient, 1876-1980. Et en juin 2016, on prépare le sujet. La promotion d'étudiants qui va ensuite s'engager là-dedans se pose des questions. Ils m'ont dit, monsieur, est-ce qu'il faut avoir lu le Coran pour comprendre l'histoire du Moyen-Orient dans ces années-là? Et là où on a... Alors, je vous ai dit, c'est un événementiel épouvantable à maîtriser. C'est beaucoup de pays. Mais c'est aussi une histoire politique qui surdétermine tout et qui empêche bien souvent d'avoir accès à l'histoire des sociétés et à l'histoire des sociétés par leurs paroles et par leurs sources. Heureusement, pendant des années, il y a eu des travaux de traduction de sources de l'arabe, de l'hébreu, du persan, et puis des sources en français qu'on a pu trouver qui parlent de l'histoire des sociétés, mais une année de préparation au concours ne suffit pas à rendre ces sociétés, je dirais, à la fois en les banalisant et en se disant qu'on a affaire à des gens tout à fait comme nous et dont les réflexes sont des réflexes liés aux sciences sociales et à la manière dont les sociétés vivent, et puis d'un autre côté à spécifier en disant que ces sociétés-là, elles ont leur historicité propre, c'est-à-dire leur manière de vivre dans leur temps et voilà, leur temporalité propre.
Alors, malheureusement, vous n'avez pas le sujet qui s'affiche et vous n'avez pas non plus la liste des documents que j'ai proposés à l'analyse. Mais je vais vous les... Enfin, voilà, certains sont très connus et Salah a parlé du premier. C'est le premier document que j'ai proposé, qui était les accords Sykes-Picot, donc accords de mars 1916. Oui, c'est ça, mars 1916. Et on était en 2017, donc pas longtemps après 2014, et après que la propagande de Daesh ait montré un bulldozer qui cassait cette ligne des accords Sykes-Picot et qui rendait enfin son unité à ce qui aurait dû être le califat. Donc un sujet sensible et des accords que je comparerais assez volontiers à ce qu'a été la mémoire de Yalta en Occident. C'est-à-dire qu'on prête beaucoup aux accords Sykes-Picot alors que, en fait, ils ne font partie que d'une série d'accords qui sont des points d'étape entre belligérants. Alors, je les avais notés, je ne les ai plus forcément en mémoire, mais vous allez me... Voilà, accord de Constantinople en mars-avril 1915. Donc là, on est à la veille du déclenchement de la bataille des Dardanelles. Accord de Londres en avril donc, 1915, qui permettent l'entrée en guerre de l'Italie. Donc, vous voyez, les Alliés s'entendent secrètement sur des buts de guerre et essayent d'imaginer, de dire ce que pourra être l'avenir. Vous savez qu'en novembre 1914, l'Empire ottoman rentre dans la Première Guerre mondiale et il y rentre après avoir pas mal hésité. Donc c'est au terme de l'été, si vous vous souvenez, l'été 1914, 28 juin c'est Sarajevo, et il faut attendre plusieurs mois, novembre 1914, pour que l'Empire ottoman rentre dans la guerre du côté des puissances alors qu'on n'appelle pas encore les puissances de l'Axe, mais de la Triple Alliance de ce moment-là. Si vous voulez, c'est dommage parce que j'avais une belle carte à vous montrer. On est entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman dans une forme de continuité géographique de puissances, de co-belligérants qui sont donc du côté de ces forces qu'on va appeler l'Axe, parce que d'un point de vue géographique, c'est comme ça que ça se dessine. Les accords Sykes-Picot, ils se situent au lendemain, donc je vous ai dit mars 1916, c'est-à-dire qu'ils se situent au lendemain de la bataille des Dardanelles. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu dans les mémoires familiales. Moi, ayant grandi au Maroc, il y avait une chanson sur les Dardanelles et parce que beaucoup de troupes coloniales ont été envoyées aux Dardanelles, et une chanson qui mentionne Hadj Guillaume. Et c'est pas un hasard parce que la Première Guerre mondiale a aussi été une guerre de propagande autour de la question religieuse, et je dirais l'Empire ottoman et l'Empire allemand insistant sur et essayant de débaucher d'une certaine manière les troupes coloniales en disant nous sommes les vraies puissances musulmanes, et donc il y a eu toute une mobilisation au nom de l'islam. Le sultan ottoman déclare le djihad, et c'est donc une mobilisation qui se joue aussi partiellement au nom de l'islam. Alors, du côté de l'entente, l'idée qui est très présente depuis un demi-siècle, c'est que l'Empire ottoman n'en a plus pour très longtemps, et que l'Empire ottoman, vous savez, c'est cette formule, c'est l'homme malade de l'Europe. Et donc, il a eu du mal à mobiliser ses troupes.
Et donc l'idée qui s'impose, c'est de se dire, eh bien, on va le frapper directement au cœur, c'est-à-dire à Istanbul. D'où l'idée, et Istanbul, vous voyez, alors j'espère que vous visualisez à peu près la carte, mais on est en Méditerranée, on passe par la mer de Marmara et par les détroits, donc Bosphore et Dardanelles, et c'est là que la clé d'Istanbul est là. Et vous savez aussi que dans la Triple Entente, au début de la guerre de 14, en fait le début de la Première Guerre mondiale, les Russes, les Anglais, les Français, les Italiens viennent un peu plus tard, en 1915, mais sont des co-belligérants. Et donc il y a l'idée d'une part d'une poussée russe sur le front du Caucase, au nord-est de l'Anatolie, et puis d'une percée notamment de la marine britannique, qui est en position de force, sur les Dardanelles. Cette bataille des Dardanelles, enfin cette opération des Dardanelles, elle occupe, c'est la stratégie de 1915, frapper l'Empire ottoman au cœur. En fait, pour un homme malade, l'Empire ottoman avait quand même de beaux restes, et vous savez sans doute que c'est Mustafa Kemal, qui deviendra ensuite Atatürk, qui est le commandant en chef de la résistance de ce qu'on appelle la bataille de Gallipoli, la presqu'île de Gallipoli sur les Dardanelles. Donc les détroits ont été barrés de chaînes, plus de possibilités de circuler aux Dardanelles, et le 25 avril 1914, l'entente tente un débarquement aux Dardanelles. Et ce débarquement, alors un corps expéditionnaire, les malheureux vont se retrouver en contrebas de la péninsule de Gallipoli, avec une artillerie turque qui les mitraille régulièrement, impossible de gravir la montagne et pendant un an, jusqu'en décembre 1915, ces troupes de Gallipoli vont se retrouver bloquées sur la péninsule de Gallipoli et ne réussiront jamais à entrer, à atteindre leur objectif ultime qui est Istanbul. Retenez cette date du 25 avril 1915 parce qu'elle succède d'un jour à celle du 24 avril. On est aujourd'hui un anniversaire, mais dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ces accords Sykes-Picot, donc, ils sont au lendemain de la bataille des Dardanelles. Et dans un changement complet de stratégie de l'entente, qui se dit on n'a pas réussi à atteindre les empires au centre, on va les atteindre par la périphérie. Et donc c'est là que se met en place toute une nouvelle stratégie illustrée par un personnage que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Thomas Edward Lawrence, officier britannique, qui a eu ensuite ce surnom de Lawrence d'Arabie, et qui va essayer de jouer le nationalisme arabe contre le nationalisme turc. Et ces accords Sykes-Picot, ils se situent dans un changement complet de stratégie où, là encore, on envisage les buts de guerre de ce qui deviendra le Cham, le Bilad al-Cham, au moment après la guerre. Et ce Bilad al-Cham, les Alliés s'entendent pour se dire, eh bien, on va le partager dans les termes diplomatiques de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que, les termes diplomatiques de l'époque, c'est une hégémonie européenne sur l'Orient, au point que ce qu'on définit par le Moyen-Orient, ça n'est que l'ensemble des routes qui permettent aux Anglais d'accéder aux Indes. C'est-à-dire que c'est ce qui vient sécuriser la route des Indes. Et donc le changement de stratégie est là, et on va se partager ce Moyen-Orient, ce Bilad al-Cham, dans les termes de la diplomatie de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des zones d'occupation
directe. On imagine qu'il y a des zones d'occupation directe que vont se partager anglais et français. Ce sont des accords secrets. On est en mars 1916, c'est Mark Sykes et Georges Picot qui vont négocier ça à Londres, qui tracent une carte, dommage, j'aurais bien aimé vous la montrer, mais Marlèche. Donc, il y a des zones d'occupation directe, c'est-à-dire que l'armée des Indes est censée venir occuper la Mésopotamie, ce qui est aujourd'hui l'Irak et le Koweït. Et puis, les Français sont censés venir occuper le Liban et la Syrie. Super. Alors, il me faut un pointeur. Il va falloir m'arrêter parce que je suis très bavard. Et n'hésitez. Donc, voilà, il y a des zones d'occupation directe, qui se justifient aussi, je dirais, par la présence de l'armée des Indes britannique et le contrôle de cette route et de ces bases maritimes du Koweït et du Haut-Euphrate. Et puis, du côté français, c'est la question libanaise. Le Liban a été et la Syrie sont une zone d'influence des missions religieuses catholiques françaises depuis les années 1860. Merci beaucoup pour avoir réussi voilà. Alors là, j'arrive. Non, donc on va. Voilà. Ça, c'est les accords Sykes-Picot. C'est le document original. Qui est dans les archives diplomatiques. Donc, zone d'occupation. Est-ce que j'ai un pointeur là? Non. Aïe. Zut. J'ai raté. Bon, alors, on va essayer. Oui, ça va marcher comme ça. Voilà. C'est pas grave, c'est un peu plus petit. Donc, vous voyez la zone rouge. C'est la zone de basse Mésopotamie, occupation britannique. La zone bleue, c'est la zone d'occupation française. Les zones A et B, ce sont les zones de partage d'influence. Alors ça, il faut remonter à 1906 au Maroc, sur les zones, mais aussi à 1904 aux accords de l'entente cordiale, où en gros la France et le Maroc et l'Angleterre se partagent l'Égypte et le Maroc. Il faut remonter aussi au partage de zones d'influence entre la Russie et l'Angleterre en Iran. Et une zone d'influence, c'est tout simplement un endroit où on va se dire que chacun a le droit de faire du business. C'est-à-dire que ce sont des entreprises françaises qui auront la préférence dans la zone A et des entreprises britanniques qui auront la préférence dans la zone B. Ces zones A et B étant le fameux royaume arabe promis à Hussein, donc le shérif de la Mecque, et à ses fils, s'ils s'allient à l'entente. Donc, et puis la zone en orange, là, où vous reconnaissez la Palestine, en fait, c'est une zone qu'on qualifie d'internationale. Et une zone internationale, comme on en avait fait en 1906 dans le traité d'Algésiras à Tanger. C'est-à-dire, c'est une zone où toutes les puissances doivent assurer la liberté de circulation et la liberté de culte, etc. Donc voilà ce que sont les accords Sykes-Picot, c'est une préfiguration. Bon. Alors, on va descendre un petit peu. Et je vais vous montrer. Alors, ça, c'est la première carte. Moyen-Orient en 1914. Vous voyez l'Empire ottoman en marron. Là, vous voyez cette carte que j'ai évoquée, là, cette idée d'axe entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie. Et puis, vous avez. Alors, c'est les dirigeants turcs. Qui sont, je les appelle turcs parce qu'eux-mêmes sont issus du milieu des jeunes turcs. Donc Talat Pacha, Enver Pacha
mais qui sont le gouvernement ottoman. Et Enver Pacha, c'est lui qui gère la zone du Bilad al-Sham. Donc là, c'est cette mobilisation, une guerre très internationale. Voilà, première phase de la guerre, c'est les Dardanelles, vous voyez dans les détroits, et c'est le front du Caucase. Et le front du Caucase, c'est épouvantable parce que c'est l'extermination à l'hiver 2015, en fait 2014-2015, c'est l'extermination de la 3e armée turque que ses chefs envoient franchir le Caucase en plein hiver, à des altitudes où ils sont à moitié morts de froid, morts de typhus. Et cette 3e armée turque est totalement décimée sur le front du Caucase. Donc ça, c'est la première phase de la guerre. La deuxième phase de la guerre, bon, ça c'est voilà le débarquement à Gallipoli. Hein. La figure, donc, Mustafa Kemal comme général à Gallipoli, la retraite, l'évacuation des troupes de Gallipoli en décembre 1915. Et en termes de stratégie militaire, ce sont les leçons des Dardanelles qui préparent le débarquement de Normandie. C'est-à-dire on va faire en Normandie on va éviter de commettre en Normandie tout ce qui a été commis aux Dardanelles comme erreur stratégique. Alors, je n'ai pas... voilà, ma deuxième carte, donc sur les années 1917-1918. Vous avez donc Laurence d'Arabie qui va voir le Hussein et donc qui remontent de la Mecque, qui prennent ensuite Aqaba. Si vous avez en mémoire les images du film, hein, la prise de Aqaba, c'est en plein été, c'est une prise à revers sur des canons qui étaient pointés sur la mer. Mais donc c'est une forteresse ottomane, ils prennent Aqaba, et ensuite ces armées de la révolte arabe, elles remontent le long du chemin de fer du Hedjaz, et elles remontent jusqu'à Damas. Elles arrivent à Jérusalem, en fait, à Noël 1917, à peu près, enfin à deux mois près. Et alors, ce qui se joue en novembre-décembre 1917, mérite qu'on fasse un focus. Parce que d'abord, cette remontée, cette remontée des Anglais, des troupes de la révolte arabe et la prise de Jérusalem, c'est vraiment mettre les Anglais qui se mettent en position de force par rapport à leurs alliés français, et qui, en gros, là où on avait imaginé une zone internationale, vont imposer leur force militaire. C'est-à-dire que c'est une sorte de course de vitesse des troupes anglaises pour remettre en cause ces accords Sykes-Picot. Donc ça, c'est première idée, le terrain. Deuxième idée, en novembre-décembre 1917, vous avez un événement qui se passe, qui lui a lieu en Russie. Un premier événement a eu lieu en février, c'était la première révolution de février en Russie, mais à l'automne 1917, la révolution d'octobre, c'est la révolution bolchevique. Et la révolution bolchevique, d'une part, elle retire les Russes du conflit, mais d'autre part et surtout, les bolcheviks vont sortir l'accord secret Sykes-Picot en disant « Regardez cet accord-là, c'est tous les effets de la diplomatie secrète de cet Occident corrompu, capitaliste. » Et en même temps, Hussein, à qui on avait promis un royaume arabe
Hussein, vous avez son portrait ici, hein, à qui on avait promis un royaume arabe dans tout le nord de l'Arabie, finalement se retrouve quelque peu court-circuité parce qu'il était dans l'ignorance de ces accords Sykes-Picot. Et les Ottomans ont beau jeu de lui dire « Vous vous êtes fait rouler dans la farine par vos alliés, qui vous ont promis un royaume arabe, mais qui, parallèlement, négociaient secrètement de se partager des zones d'influence. » Donc ça, c'est... Et troisième aspect, et c'était le deuxième document que j'avais proposé à l'étude, c'est que le 2 novembre 1917, c'est la déclaration Balfour. Et la déclaration... Donc vous voyez, en un temps très court, automne, Noël 1917, vous avez tout qui se télescope. Et des machines de propagande qui se déclenchent autour de Sykes-Picot, qui est devenu, je dirais, dans la mémoire collective, le symbole de la diplomatie secrète et le symbole d'un partage colonial, en fait. Alors, je remonte sur la déclaration Balfour. Alors, la déclaration Balfour, c'est... donc voilà, elle est en novembre, 2 novembre 1917. Donc, une déclaration qui est en préparation, alors, depuis le début de l'année 1917, depuis 1917, au début de l'année, il y a la révolution russe, mais il y a aussi, si vous vous souvenez bien, l'entrée en guerre des États-Unis. Et avec les 14 points de Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Et l'idée qui naît dans les chancelleries, en fait au cabinet de guerre anglais, c'est de dire il faut qu'on arrive à mobiliser la finance américaine et penser en termes de finance juive, parce que voilà, on est dans ce climat de l'époque où bourré de stéréotypes. On va mobiliser la finance juive américaine pour soutenir l'effort de guerre des Américains. Et donc, on va offrir à un mouvement international qui était un petit mouvement très minoritaire dans le judaïsme de l'époque, on va leur offrir une reconnaissance et une légitimité internationale et voilà. Et alors, les termes sont soigneusement pesés. Il y a plein de versions de ce texte, mais les termes à retenir, c'est envisage favorablement, c'est-à-dire qu'on ne se mouille pas. Ce n'est pas une promesse. En arabe, on le traduit par la promesse Balfour, mais en fait, c'est loin d'être une promesse. On envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Et donc, un foyer national, ça n'a pas forcément vocation à être un État, mais par contre, c'est un lieu où l'immigration sera possible. Et c'est ce qui définira après-guerre, mais il faut vraiment attendre la phase des traités de Versailles pendant les 6 premiers mois de 1918, mais ensuite les traités de San Remo et de Lausanne. Il faudra attendre tous ces traités, voire les années 30, pour que les frontières se fixent au Moyen-Orient, enfin en tout cas dans le Bilad al-Sham. Mais très tôt, dès la charte du mandat de la Société des Nations, en 1922, on reprend la déclaration Balfour et ça définit la Cisjordanie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Palestine à l'époque, ce qui est en deçà du Jourdain, et la Transjordanie, qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie. Ah, vous me remettriez le diaporama ? Mais vous me remettriez la présentation en format diaporama, s'il vous plaît ? Merci. Voilà, donc, alors tout ça,
là, cette fois-ci, je vais vous montrer voilà, le sujet tel qu'il se présentait. Vous voyez, là j'ai fait une capture d'écran. Le sujet s'intitulait comme ça, les ruptures de la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient. Et voilà les documents que je proposais à l'étude. Document 1, donc vous voyez, ils illustrent l'idée que la Première Guerre mondiale, comme en Europe, a défini la carte des États d'Europe, des États du Moyen-Orient, et en tout cas a participé à cette définition, mais que c'est un processus lent, je dirais un processus tâtonnant. Il faut s'imaginer dans une guerre extrêmement violente qui a duré plus de 5 ans. En Orient, d'ailleurs, la Première Guerre mondiale, on peut dire qu'elle commence avec les guerres balkaniques de 1912, même avec l'agression italienne en Libye, et elle se finit en 1925 quand les troupes de Faysal sont défaites par les Français et puis que la révolte des Druzes est matée, en même temps à peu près que la révolte du Rif au Maghreb. Mais vous voyez, donc c'est un processus très long qui prend plusieurs années et qui reste tâtonnant, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas écrit à l'avance. Ça c'est surtout la chose sur laquelle je voulais insister. Les autres documents, donc, c'est la question arménienne. Et la question arménienne envisagée sous 2 angles. Enfin, non, sous un angle, une question simple. Est-ce que, parce que la question arménienne, ce n'est pas non plus une question qui naît avec la Première Guerre mondiale. C'est une question dont on peut dire qu'elle trouve ses origines lointaines en 1863, quand le millet, la communauté arménienne, se dote d'un règlement. Et ce règlement, en turc, c'est un règlement. En français, sa traduction en français, c'est la Constitution des Arméniens de l'Empire ottoman. Et vous voyez donc, il y a cette idée d'une constitution, ça a un poids politique. Et revendiquer une constitution arménienne au sein de l'Empire ottoman, ça expose immédiatement au fait d'être une minorité suspecte, ou en tout cas suspecte d'activisme politique. Bon, les Arméniens, comme les jeunes Turcs, comme les jeunes Ottomans auparavant, enfin, ils ont trouvé pour certains refuge en Angleterre, en France, beaucoup en Russie. Enfin, là, je parle des libéraux, des activistes arméniens, hein, des Arméniens les plus politisés. Et ils participent, comme toute l'Europe de la deuxième moitié du XIXe siècle, à ce mouvement des nationalités. Et ce mouvement des nationalités, vous voyez qu'il va chercher en Europe des appuis, de la même façon que les Grecs avaient cherché l'appui des Anglais et des Français, ce qu'on avait appelé le mouvement des Philhellènes dans les années 1820, dans le mouvement d'indépendance de la Grèce. Et pour l'Empire ottoman, alors je vous ai montré la carte, hein. L'Empire ottoman, il faut imaginer qu'à la fin du XVIIIe siècle, il allait jusqu'aux portes de Vienne. Et que du point de vue au sud, il allait jusqu'aux frontières du Maroc actuel. C'est-à-dire que le XIXe siècle a été celui d'un rétrécissement géographique de l'Empire ottoman. Et la question des minorités est intimement liée, et c'est des minorités nationales religieuses, est intimement liée à cette question du sentiment du déclin de l'Empire ottoman tout au long du XIXe siècle. Et donc, les Arméniens sont une communauté suspecte. Et non seulement sont une communauté suspecte, mais deviennent assez vite une communauté persécutée parce qu'à mesure que l'Empire ottoman se rétrécit,
au moment où l'infaillibilité pontificale et puis les capitulations revendiquent la protection des chrétiens dans l'Empire ottoman, eh bien l'Empire ottoman va dire moi je suis le protecteur des musulmans et si vous êtes chassés des provinces qui sont devenues des provinces chrétiennes, eh bien venez dans l'Empire ottoman et on va vous confier des terres, et éventuellement des terres qui pourront être confisquées aux Arméniens. Donc, il y a des... alors, en 1878, en 1878, c'est un moment aussi clé dans la diplomatie, parce que dans les négociations internationales, les Russes se mettent à parler au nord de ce qu'ils appellent les provinces arméniennes. Et quand les Russes appellent des provinces en les désignant par le nom d'une nationalité, elles n'étaient pas plus arméniennes que ça en termes de statistiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait mixité entre les religions, et l'Empire ottoman, deuxième moitié du XIXe siècle, il passe son temps à compter les minorités pour être sûr qu'il n'y a pas une minorité qui va l'emporter sur les autres. Et il y a même une règle de 10%. Il ne faut pas que dans une région, une minorité soit à plus de 10% de la population, parce que là, il y aura une tonalité trop affirmée. Donc, vous voyez, on entre dans cette ère statistique de soupçon, et les Russes disent c'est des provinces arméniennes, et du coup désignent les Arméniens de l'Empire comme des séparatistes. Et donc ça, c'est 1878, et il y a des nombreux massacres. Et 1878, c'est le début du règne de Abdülhamid II, qu'on a surnommé le sultan calife. Il va régner de 1878 jusqu'en 1909. Et c'est un sultan qui va promouvoir la dimension islamique de l'Empire ottoman. Et qui va mettre en avant ce titre de calife que ses prédécesseurs mettaient assez peu en avant. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, alors des massacres d'Arméniens, il y en a eu en 1878, il y en a eu en 1896, et c'est le texte que j'ai proposé comme témoignage. Et ça, c'est un texte très intéressant. Alors, les circonstances, 1896, un groupe d'Arméniens rentre dans la banque ottomane. C'est un peu la Casa de Papel. Hein. Donc, ils font une prise d'otage dans la banque ottomane. Et en répression à cette prise d'otage, il y a un déchaînement de violence à l'encontre des Arméniens. On a pu totaliser que pendant la période de Abdülhamid, il y a eu les massacres d'Arméniens, c'est à peu près 250 000 personnes. Donc c'est assez considérable. Mais là, ce que nous dit un jeune historien, alors il est connu, lui, parce que c'est un des traducteurs de l'Iliade. Il était à l'école française d'Athènes, il fait son tour d'Orient, et il arrive à Istanbul, et il raconte... c'est un témoignage à chaud sur ce qui s'est passé à Istanbul. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien sûr, je vous laisserai ces textes, hein, parce que je pense qu'ils sont très intéressants, mais il nous dit on n'est pas dans l'explosion d'un fanatisme comme le dit notre gouvernement français. Il y a à ce moment-là des dépêches qui arrivent au ministère des Affaires étrangères et qui sont soigneusement verrouillées. Il y a juste Jaurès à la tribune de l'Assemblée qui dit on a affaire au massacre de tout un peuple. Mais en gros, donc il y a des caricaturistes qui parlent d'Abdülhamid comme le sultan rouge, ayant du sang sur les mains. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas du tout l'explosion d'un fanatisme oriental et islamique. Cette fois-ci, les étudiants en théologie, en 1895, les étudiants en théologie avaient pris part au RIX d'Istanbul. Cette année, ils étaient enfermés dans les mosquées et surveillés par la police.
parce que le sultan craignait qu'une fois lâché, il marche contre le palais. Ce que nous dit ce témoignage, c'est qu'on a affaire à des massacres organisés par le palais avec je dirais un repérage préalable de qui était arménien et des dénonciations donc, de voisinage. Il explique, il a des témoignages, donc n'avait rien d'un mouvement populaire, tout était préparé à l'avance, assommeurs et bâtons, mouchards et charrettes, tout a marché, tout s'est arrêté au premier signal, et tous ont respecté la consigne. Et je trouve que cette consigne, elle est terrible, parce qu'elle renvoie à des processus génocidaires. Le maître a permis de tuer les Arméniens. C'est-à-dire qu'on est dans la consigne orale, on est dans le meurtre de voisinage, et on est dans un pouvoir qui autorise le fait que de tels massacres puissent être commis. Et voilà. Alors, ça, première chose, donc, ce que dit Victor Bérard, c'est le sultan offre un spectacle à l'Europe. Une fois déjà, en 1895, le sultan l'avait offert à l'Europe. Il y avait eu une manifestation qui avait été très réprimée. Le sultan fait une démonstration de force à l'Europe et il dit n'imaginez pas que vous pourrez prendre prétexte de la nation arménienne ou de la protection des Arméniens pour continuer de démembrer l'Empire. Donc, saut dans le temps, autre massacre d'Arméniens au moment, en 1909, 1906-1909, au moment de la prise du pouvoir par les jeunes Turcs. Donc, si vous voulez, on a des éléments qui, quelque part, très anciens dans le temps, qui annoncent cette hostilité, qui annoncent le génocide. Mais ce qui renvoie à la dimension génocidaire, c'est ce qui se joue pendant la guerre. Je vous ai dit de retenir tout à l'heure la date du 25 avril 1915. Le lendemain, la veille, le 24 avril, c'est le début d'une grande rafle des Arméniens à Istanbul. C'est-à-dire que devant l'approche des troupes anglo-françaises, ou en tout cas de toutes ces troupes de l'Anzac, de l'armée Nouvelle-Zélande, Australie, etc., devant l'approche des troupes qui sont aux portes d'Istanbul via les détroits, eh bien, on va arrêter mettez des guillemets, on va arrêter les ennemis de l'intérieur. Et donc, on est dans une grande rafle de notables, de toutes les élites arméniennes, les journalistes, les notables, et on est au lendemain de cette terrible défaite aux portes de la Russie dans le Caucase, dont on va rendre responsables les officiers arméniens qui étaient dans l'armée ottomane. Et donc le génocide des Arméniens, il commence comme ça, et cette carte-là, alors vous allez me dire, c'est une reconstitution a posteriori, mais en fait, les missions diplomatiques, les missions religieuses collectent les témoignages et dès 1916, publie à Paris, à la librairie Payot, un petit livre bleu où c'est cette carte qui est, alors bien sûr celle-ci est beaucoup plus détaillée et a été beaucoup mieux documentée, mais ils publient cette carte, ils veulent s'en servir de preuve. Et la preuve, ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire, ce ne sont pas les régions frontalières qui sont soumises à l'expansionnisme russe, qui sont visées par l'élimination des Arméniens, ce sont tous les Arméniens d'Anatolie qui sont l'objet de cette répression et de ces massacres. Et donc la carte est un élément de preuve qu'il y a quelque chose de relativement nouveau. Et un historien britannique qui ensuite deviendra très célèbre, qui s'appelle Arnold Toynbee, il parle
à ce moment-là, il est tout jeune, hein, il est dans une mission diplomatique peut-être américaine, je pense, à ce moment-là, en Anatolie. Et lui, il parle du meurtre de tout un peuple. Et c'est cette vision par les historiens de ce qu'il appelle le meurtre de tout un peuple qui aboutira en 1948 à la définition légale du crime de génocide via le détour d'un juriste juif, Raphaël Lemkin, qui reconnaît dans la Shoah une forme de répétition de ce qui s'était joué pour les Arméniens. Donc voilà, cette idée de meurtre de tout un peuple, ça naît du verbe naître, hein, dans les consciences occidentales à ce moment-là. Et comme élément de preuve du massacre. Alors, pour vous donner quand même un ordre de grandeur, alors qu'est-ce qu'elle documente ? Elle documente les marches forcées. Le pouvoir turc n'a jamais reconnu que des déportations d'Arméniens sans intention de massacrer. Dans la définition du génocide, vous avez l'idée que ça s'adresse à tout un peuple en tant que tel. Vous avez aussi l'idée qu'il y a une intention meurtrière d'éliminer ce peuple. Il y a deux historiens, Hamid Bozarslan parlait de... et vous voyez la différence en fait avec les massacres de Abdulhamid. À l'époque d'Abdulhamid, on répond aux demandes de réforme du millet, de la communauté arménienne, en disant « vous voulez des réformes, vous aurez des massacres », et que l'Europe ne s'avise pas de vous soutenir. En 1915, l'idée, c'est véritablement d'en finir avec la question arménienne. Et donc, si vous voulez, à tous ces niveaux, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'à tous ces niveaux, je pense qu'on reconnaît beaucoup de logiques, ce que j'appelle moi, des logiques génocidaires qui sont à l'œuvre encore aujourd'hui. Alors, voilà le... Et des Assyro-Chaldéens, oui, arméniens et Assyro-Chaldéens, oui. Donc, si vous voulez, ça englobe plus qu'au-delà des Arméniens, ça englobe un ensemble de minorités qui pourraient se réclamer d'une protection étrangère. Voilà. Alors, je vais être peut-être plus rapide parce que j'ai l'impression d'être long. Je verrai à vos airs fatigués qu'il y a des airs de lassitude. Voilà. Donc voilà l'enjeu du document 2. Donc vous voyez à la fois des grandes continuités et puis la guerre qui marque une rupture parce qu'on franchit un seuil d'abord d'un point de vue quantitatif. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est dans des chiffres effrayants de 1,5 million d'Arméniens, je le dis, d'Arméniens et d'Assyro-Chaldéens qui meurent pendant le génocide. Et et parallèlement, n'oubliez pas, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais famine au Mont-Liban, soumis à un double blocus des Ottomans d'un côté vers l'intérieur, donc en Syrie-Liban, famine, et du côté de la mer, cette fois-ci par les Européens, donc blocus total, et les gens mouraient dans les rues, et le Mont-Liban, il y a cette idée qui est très diffusée qu'on s'en prend aux chrétiens. L'autre endroit qui est un lieu de souffrance terrible, c'est le Djebel Amil, ce qui est aujourd'hui le Liban Sud, et qui, lui, est soumis à une épidémie de choléra épouvantable pendant la guerre. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé le document numéro 3, qui est la situation en Palestine en 1917, vue par un juif du Yeshuv. Alors, ce qu'on appelle le Yeshuv, c'est l'implantation juive en Palestine. Il est donc ce gars qui écrit, voilà, donc son texte est là. Le texte est publié en fait en 1938 au Caire, dans un journal juif du Caire.
Mais c'est un manuscrit qui a été retrouvé et caché en 1917, au moment de cette incertitude. Je vais vous montrer quand même quelques photos, ça vous fera une pause. Voilà, donc ça c'est Faisal, hein, le fils de Hussein. Et voilà, régiment ottoman, première bataille de Gaza en mars 1917. Gaza a été une ville que se sont disputées les forces anglaises et de l'armée de la révolte arabe et les Ottomans. Donc voilà, deuxième, et l'entrée des forces arabes à Aqaba, ça on en a parlé. Reddition de Jérusalem, reddition du maire ottoman de Jérusalem le 9 décembre 1917, et la proclamation d'Allenby donc là, on a une mise en scène soigneuse, hein, on offre ça au public européen à Noël. On a pris Jérusalem. Enfin, vous imaginez la résonance de l'événement. Donc je reviens à ce... alors je ne me rappelle plus, El Maleh. Je sais qu'il s'appelle El Maleh. C'est quelqu'un dont le nom indique qu'il vient du Maghreb. Voilà. Donc Abraham El Maleh, il est né à Jérusalem. Mais en même temps, il a été dans l'école juive de Galata à Istanbul. Il est directeur de l'Anglo-Palestinian Bank à Gaza en 1914-1916, rédacteur en chef d'un journal juif de Jérusalem. Et il passe sa vie à publier des dictionnaires français-hébreux, à un moment où on est dans une effervescence sur la fabrique des langues de la région qui est commune non seulement à l'hébreu, mais aussi à l'arabe. C'est le moment où on modernise ces langues qui n'étaient que des langues, qui étaient réputées pour n'être que des langues de culte, et on les modernise en faisant des langues nationales. Voilà, bon, on peut capter quelques expressions. Le tyran sanguinaire Jamal, la traque aux espions juifs. Donc, si vous voulez, on est dans une période d'une insécurité absolue, surtout quand on est minoritaire et il est à Ptah Tikva, je crois, c'est donc au sud de Tel Aviv, ce qui est aujourd'hui Tel Aviv. Plusieurs chapitres de mon journal de guerre étaient consacrés au sort lamentable des chrétiens du Liban, décimés par la famine, et le glaive du commandant général. Voyez, donc un sentiment de persécution absolue. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que ça montre des formes de fragmentation de la société ottomane, parce que devant l'incertitude militaire, imaginez ces sociétés dont les unes vont trouver refuge dans la protection de leur armée ottomane, et les autres vont voir dans l'arrivée des Britanniques des libérateurs. Et pour moi, ça fait véritablement l'effet d'une bombe à fragmentation des sociétés ottomanes, des sociétés de l'Empire. Et ce témoignage était intéressant pour ça. Alors, ces fragmentations ne datent pas de la guerre, mais la guerre leur donne un coup d'accélérateur considérable. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans les deux textes, deux ensembles de textes que je proposais à l'étude. Celui-ci, alors, Cézanne Abaraoui, c'est une disciple, en fait, c'est une protégée, une pupille de quelqu'un qui est beaucoup plus connu qu'elle, qui est Hoda Sha'rawi. Hoda Sha'rawi, c'est l'emblème du féminisme égyptien.
Et Cézanne Abaraoui, elle est toute jeune, hein, en fait c'est une orpheline qui a été plus ou moins adoptée par Hoda Chardaoui. Et si vous avez en tête cette image, avec Hoda Chardaoui, elles arrivent en 1923 à la gare du Caire, de retour d'un congrès à Rome, et elles enlèvent leur voile pour montrer que... Hoda Chardaoui fonde une revue en Égypte qui s'appelle L'Égyptienne, qui est une revue en français et dont la rédactrice en chef est sa pupille Cézanne Abaraoui. Et donc, vous voyez qu'on a là un mouvement féministe, alors qui est lui aussi très ancien. Alors, il y a eu une première génération, hein, Qassem Amin, et puis donc un féminisme masculin, même Tartaoui, qui a diffusé ses idées en Orient. Donc ce féminisme ancien, il se battait pour l'éducation des filles. Et l'éducation des filles ne se battait pas particulièrement pour l'égalité, il se battait pour le couple, enfin le refus de la polygamie. C'était les deux emblèmes d'un féminisme d'avant-guerre. Là, ce qui est intéressant, c'est que le féminisme de 1925, c'est un féminisme qui dit l'Occident est mort, et là-dessus, il s'alimente à toute une littérature, Oswald Spengler, comment il s'appelle Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, c'est... bon, ça me reviendra, c'est pas grave, vous le trouverez. Donc, il s'alimente à toute cette idée que la civilisation occidentale n'a plus rien à montrer à la civilisation orientale. Et qu'il y a une force de l'Orient, en gros que c'est l'Orient qui doit prendre le relais d'un Occident, Paul Valéry. C'est l'Occident qui doit prendre c'est l'Orient qui doit prendre le relais d'un Occident qui est moribond. Et elle le fait dans des termes, ce qui est très intéressant, c'est la rivalité scolaire. Quand on s'appelle l'Égyptienne, qu'on publie en français, dans un français plus que parfait, ça veut dire qu'on montre qu'on est civilisé et qu'on est l'égal des femmes d'Occident, qu'on a la maîtrise du langage et qu'on a récupéré ces armes du colonisateur. Et maintenant, si pour éduquer les filles à venir, on ne peut plus faire confiance aux missions religieuses qui prônent la non-violence, on ne peut plus faire confiance à des discours, vous voyez, l'abus de la contemplation et des recherches métaphysiques les ont rendus tout à fait étrangers et impropres à la vie active et réelle. Il faut maintenant former, je dirais, j'extrapole un peu, mais il faut former des guerrières. Et il faut, elle ne le dit pas comme ça hein, du tout, mais il faut former des femmes battantes et il faut former des femmes, si vous voulez, entre hommes et femmes, ça se différencie beaucoup du point de vue du nationalisme. Le féminisme était en lutte contre, je dirais, leurs hommes locaux. Maintenant, le féminisme devient un des éléments du combat national. Et c'est le sens de dire l'Égyptienne. On est des Égyptiennes. Elles ne disent pas on est des Arabes, on est alors elles disent on est des Orientaux. Et d'une certaine manière, dans sa pensée, on doit s'éduquer nous-mêmes et on doit se défaire de la tutelle insupportable de l'Occident. Donc voilà l'éducation nouvelle. Oui, on ne veut plus que les étrangers viennent expérimenter leur système pédagogique chez nous. À l'Occident, nous tendons une main loyale. S'ils nous tendent la sienne, nous l'acceptons. Mais le malheur nous a rendus méfiants. Et ça, cette parole-là, je pense qu'elle est très intéressante et très importante parce que Leïla Dakhli, qui est une historienne, parle de souffrances indicibles pendant la Première Guerre mondiale en Orient, et notamment dans le Bilad al-Sham.
Et ces souffrances indicibles, elles ont accrédité l'idée qu'on ne peut s'en sortir, que les stratégies de survie sont l'essentiel. Et les stratégies de survie, c'est la nation, c'est le groupe qui permet d'assurer ces stratégies de survie. Et alors, on le voit du côté féminin où le combat féministe va s'inféoder au combat du WAFT, du parti égyptien, mais on le voit. Donc ça, non, ça, voilà. Et on le voit chez Mustafa Kemal aussi, dans un discours fleuve. Alors, je ne sais plus combien de temps il a duré, mais plusieurs jours, enfin un discours comme il savait les faire. Voilà, accepter le protectorat d'une puissance étrangère, c'est s'avouer dénué de toutes les qualités que doit posséder une nation, c'est reconnaître sa faiblesse, son incapacité. Comment se donner un maître étranger. Donc on est là dans l'invention des nations, l'invention des patries, et voilà, dans cette bombe à fragmentation que je décrivais tout à l'heure, et entre ceux qui vont accueillir les troupes étrangères en libérateurs et ceux qui vont les accueillir en occupants, eh bien, elle cristallise des appartenances nationales. Et donc, ce n'est pas uniquement les puissances de l'entente qui ont dessiné d'un trait de plume les accords Sykes-Picot, mais c'est aussi des forces internes de dislocation qui ont conduit aussi à cet effondrement de l'Empire ottoman. Dernière chose, dernier texte, et puis après je conclurai, c'est un texte de Michel Seurat en 1982. Michel Seurat, c'est quelqu'un qui a inscrit l'histoire de la Syrie dans la longue durée et qui s'est référé à Ibn Khaldoun en parlant des asabiyat d'officiers, hein, des volontés des systèmes, je dirais, d'officiers qui prennent le pouvoir tour à tour dans une Syrie quelque part ingouvernable, autrement que par ses officiers. Et la dynastie des Assad n'étant que la dernière en date. Et donc, là encore, on renoue avec les clichés qui ont vogue en Occident. Et j'ai oublié de vous dire quand même que le président du jury du CAPES à cette époque-là, il s'appelait Vincent Duclerc. Et vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui a écrit le rapport Duclerc sur le génocide du Rwanda et sur le rôle de la France dans le génocide du Rwanda. C'est lui qui a dirigé cette commission-là. Voilà, et donc et pour lui, il y avait une sorte d'hommage et de fil directeur entre Victor Bérard, qui va témoigner à Istanbul de ce qu'il a vu des massacres d'Arméniens en 1896, et Michel Seurat, qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'on a appelé à sa suite l'état de barbarie en Syrie. Et donc, voilà, il y a les clichés occidentaux qui disent tout est la faute des frères musulmans, c'est le grand ordonnateur, et on n'a affaire qu'à une résurgence. Il y a eu le panislamisme à l'époque de Abdulhamid, il y a eu les massacres de minoritaires, et là, on a les frères musulmans comme menace d'une nation laïque. Rappelez-vous, dans les années 1980, la France était l'allié des régimes laïques en Orient, qui étaient les régimes bassistes de l'Irak et de la Syrie. Et voilà, un autre type d'analyse. Alors, il reprend l'histoire de la confrérie des frères musulmans, mais ce qu'il montre, c'est qu'en fait, il y a une société traditionnelle qui a fonctionné, je dirais, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci. On est plus loin dans le temps. Avec une sorte de partage. En gros, le pouvoir est aux élites traditionnelles, aux notables, et aux élites modernisées
dont la figure même, ce sont les officiers. Les officiers libres en Égypte, mais voilà. Donc ça, c'est le système traditionnel, et la religion, c'est quelque chose qui est pour le peuple. Et lui, ce qu'il dit, ce que montre Michel Seurat, c'est que les choses se transforment après la Seconde Guerre mondiale, parce que après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'irruption des masses dans la vie politique et une lutte à mort, non pas entre les musulmans contre les minoritaires, mais une lutte à mort pour le pouvoir entre le Baas et les frères musulmans. Parce qu'ils sont ceux qui détiennent les clés de la mobilisation des masses. Voilà, en gros. Alors, tout ça pour dire quoi ? Les ruptures de la Première Guerre mondiale, elles sont évidentes, elles sont géopolitiques, elles sont culturelles dans les régions, ce côté bombe à fragmentation, mais elles sont, il ne faut pas forcément les surévaluer. Les ruptures majeures sont peut-être à chercher du côté de l'après-Seconde Guerre mondiale et de systèmes de gouvernance difficiles à trouver à partir de la scolarisation des masses, de la scolarisation des filles et des transformations des économies et des sociétés post-Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est... non, mais c'est tout, voilà. Il est là, le pointeur. Oui, je disais merci encore Frédéric pour ce bel exposé très riche et qui bien sûr appelle à ce que vous ayez d'autres conférences pour compléter justement ce... Merci beaucoup Sarah. Merci. Pour compléter en effet ce beau panorama et surtout justement tu parlais de fragmentation. Je pense à une fragmentation au sein même des minorités elles-mêmes et au sein même donc des nouvelles nations, notamment les nations arabes. Donc le nationalisme arabe lui-même qui était multiple et différencié. Hein. Donc tu as parlé bien sûr de la naissance donc de ce féminisme moderne donc avec Huda Sha'rawi qui a été la première députée donc femme en Égypte et qui a mené un travail donc encore aujourd'hui mémoriel. Voilà, tout cela en effet nous invite à te réinviter de nouveau en effet pour nous éclairer davantage. Et puis donc là je vais laisser, puisque le temps passe vite, je vais laisser la parole à la salle pour des questions éventuelles. Voilà, il y a déjà plusieurs questions. Je vais le faire passer. Non. Je répondrai. Ah, micro. Bon, merci Frédéric pour cet exposé vraiment intéressant. Alors moi, je voulais poser une question assez simple. Bon, tu nous as bien montré la fragmentation qui existe dans cette partie du monde. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous éclairer sur cette haine qui a perduré pendant des décades à propos des Arméniens? Bon, on voit bien les enjeux politiques dans cette région, mais est-ce qu'il y a quand même une constante, quoi, des massacres depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle? Est-ce qu'il y a aussi une origine religieuse ou, pour essayer de comprendre, quoi? Oui, moi je dirais moins une origine... je réponds coup par coup peut-être. Oui, allez-y si vous voulez. Bon, alors je dirais moins une origine religieuse qu'une origine sociale. Entre Arméniens, si vous voulez, entre Arméniens catholiques
Et entre Arméniens et Arméniens apostoliques et protestants, ça a été la guerre. C'est-à-dire que la nation arménienne, elle s'est forgée par volonté de pacification des élites arméniennes contre des religieux qui se faisaient la guerre. On est là dans le 16e, 18e siècle. Et la nation arménienne, elle naît d'une sorte d'impasse du religieux. Le religieux est incapable de nous unir. Ce qui va nous unir, c'est notre nation et notre constitution. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu très politique tout de suite à la question arménienne. Et pour être une nation dans l'Empire ottoman, on va se chercher un protecteur à l'étranger. Donc, je pense qu'il y a, d'une part, cet enjeu politique qui est très important. Je dirais qu'il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu social que j'ai juste esquissé, mais le 19e siècle et jusqu'en 1922, avec l'échange de population entre Grecs et Turcs, l'Empire ottoman vit au rythme des muhajir, c'est des immigrants musulmans qui se replient des zones perdues et qui sont la question sociale de l'Empire. Et du coup, les Arméniens, dans leur velléité politique, peuvent être aussi désignés comme des cibles sociales et d'appropriation de leurs terres. Les premières revendications arméniennes, elles sont fiscales parce qu'ils estiment être surtaxés par rapport aux autres. Et jusqu'au moment où on permet à des immigrants de prendre les propriétés des Arméniens. Il y a cet enjeu-là aussi. Mais voilà, Alors, tout ça pour dire, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. C'est-à-dire, ces questions, j'ai été amené, je les connais un peu par cœur parce que j'ai été amené à beaucoup les travailler pour faire mes cours, mais je ne suis pas de première main là-dessus, quoi, hein. Et donc, il faudra inviter des spécialistes de ça. Mais à vue de nez, je dirais ça. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, je voudrais comprendre un peu plus quel est le lien entre cette Première Guerre mondiale, la fin du califat islamique, qui a duré pendant des siècles, et l'émergence aussi des groupes rebelles islamiques qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense peut-être première idée qui me paraît fausse, c'est l'idée que le califat islamique a duré pendant des siècles. En fait, le califat, c'est la titulature. Les premiers sultans ottomans, ils se disaient, dans les provinces où à majorité chrétienne, ils se disaient basileus. Ils ne se disaient pas calife. C'est-à-dire qu'ils étaient, de la même façon que Cléopâtre pouvait se dire pharaon d'Égypte, parce qu'elle adoptait le langage politique des régions qui étaient sous domination ottomane. Et donc, c'est tardivement, et en fait, c'est à la fin du XVIIIe siècle que, devant le recul de l'Empire, la carte califale a émergé. Et pour moi, c'est très parallèle à l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire, voilà, je suis le protecteur des musulmans du monde, tournez-vous vers moi. Et même si vous êtes dans des provinces qui sont passées, qui ont basculé sous domination de nations nouvelles, hein, la Grèce, c'est une nouvelle nation, la Roumanie, c'est une nouvelle nation, donc tous les États des Balkans sont des nouvelles nations. Voilà, alors, votre question,
c'était... deuxièmement, les groupuscules islamiques qui auraient perduré. En fait, devant le recul de l'Empire ottoman, les premiers à se révolter, et ceux qui sont à l'origine de ce mouvement des jeunes Turcs qui prennent le pouvoir en 1906, ce sont des militaires en garnison en Albanie. Donc vous voyez où c'est l'Albanie? Je vais peut-être remettre une carte. Est-ce que l'Albanie est là? Oui. Et j'ai trouvé le pointeur. Voilà. Donc les militaires, ils sont en... Ouais, bon, il n'y a plus trop de batterie. Donc ils sont en Albanie et ils vont marcher sur Constantinople parce que la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro sont devenus des provinces qui se sont détachées de l'Empire ottoman. Et donc ils se disent, nous on ne peut plus durer comme ça, il faut qu'on aille prendre le pouvoir au centre. Donc les groupuscules de cette époque-là sont beaucoup plus, agissent beaucoup plus au nom d'un État rationnel, militaire et militarisé. Le maître mot, le mot d'ordre de cette époque-là, c'est les tanzimat. C'est-à-dire, tanzim, c'est la mise en ordre de l'État, la réforme de l'État. Donc, la religion, c'est vraiment l'affaire du peuple. Et la religion, ce serait aberrant dans la pensée de l'époque d'imaginer qu'elle puisse être amenée à gouverner. Je vous donne un autre exemple, Mohamed Abdou. Mohamed Abdou, qui est un alim, un savant très connu, qui vient d'Égypte. En 1887, il se trouve à Beyrouth, et parce qu'il a participé à l'insurrection de Ahmed Arabi, et voilà, il est un peu exilé. Et il se retrouve, il a une trentaine d'années, il se conçoit comme un éducateur, avant tout. Et il voit les missions catholiques à Beyrouth qui tiennent le haut du pavé, qui forment des jeunes qui occupent toutes les professions, je dirais, les plus lucratives et les plus intéressantes, et les professions modernes. Et il écrit à la Sublime Porte, il écrit au sultan, au cheikh l'Islam. En fait, il y a une fonction qui a été remise en place par Abdulhamid, et il lui écrit en disant il faut réformer le système éducatif parce que nous sommes en train de nous faire convertir et toute notre jeunesse est en train d'être convertie. D'être convertie. Il emploie ces termes-là, mais il dit est en train de devenir des alliés des puissances qui nous colonisent. Donc, si vous voulez, la mobilisation au nom de la religion, elle se fait au sein du peuple, comme disait Kamel Kaptan tout à l'heure, ça se fait par la base, et ça se fait par l'instruction, et il n'y a pas de visée immédiatement politique. Il y a par contre le fait de vouloir être écouté par le prince, par le sultan, mais plutôt que le sultan écoute les conseillers européens. Mais les conseillers européens, ils ont, à cette époque-là, il faut mesurer ce que ça représente en termes de technologie. Hein. Vous voyez, moi, l'analogie avec aujourd'hui, c'est les technologies du moment, qui sont le gaz de ville, les tramways, les chemins de fer, les télégraphes, tout ça, c'est des importations. Et c'est exactement comme nous vis-à-vis de l'intelligence artificielle ou de Google. Hein. C'est-à-dire qu'on les utilise au quotidien, on les apprécie pour les services qu'elles rendent, et on ne va pas utiliser un vulgaire stylo maintenant qu'on est à l'âge de l'IA, quoi. Vous voyez, donc il faut se remettre ces sociétés dans leur contexte.
Voilà, alors j'avais une question. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour ce bel exposé. Oui. Voilà, qui nous donne toujours envie d'aller chercher plus, d'aller comprendre plus, d'aller chercher les informations. Voilà, merci. Alors j'avais une question, donc vous nous avez parlé de la Triple Alliance. Et donc, à cette époque-là, il y avait aussi la Triple Entente. Oui. Vous en avez parlé un petit peu avec la France et l'Angleterre, mais il y avait aussi la Russie. Oui. Quel a été le rôle de la Russie? Est-ce que la Russie aussi a fait partie... est-ce que l'Arménie ne fait pas partie aussi de la Russie, en quelque sorte? Merci. Et on sait que toute l'Europe, l'ex-Yougoslavie, ça a fait tous ces Monténégro, l'Albanie, enfin, voilà, tout s'est disloqué avec l'URSS aussi. Voilà, merci. Alors, l'URSS n'existe pas encore. C'est la Russie tsariste qui, pendant la guerre, déjà en février 1917, puis en octobre 1917, va non seulement basculer dans le camp bolchevique, et proclamer la révolution mondiale, mais en plus, elle va sortir de la Triple Entente. Elle va sortir de la Première Guerre mondiale et mettre en très grande difficulté les puissances de l'Entente. N'imaginez pas que les puissances... Alors bien sûr, les puissances sont des puissances, on les voit comme des puissances, mais elles jouent leur existence elles aussi. Et quand je parle de darwinisme social, c'est que tout le monde a conscience. Le darwinisme, vous savez ce que c'est dans le règne animal, c'est seuls les plus forts survivent. Et le darwinisme social, c'est seules les sociétés les plus fortes qui arrivent à se solidariser parviendront à survivre dans le nouveau monde. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais la Russie joue un jeu... alors la Russie tsariste va dire « nous sommes les protecteurs naturels des Arméniens », mais pendant ce temps-là, les Arméniens qui étaient dans l'Empire ottoman se faisaient massacrer, et oui, j'ai perdu le fil de ma démonstration. Mais est-ce que ça répond à votre question ou pas? Oui, il y avait des Arméniens en Russie. Et l'Arménie, c'est une fiction. La Pologne de cette époque n'existe pas. Elle n'existera qu'après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un passé, une référence à un royaume d'Arménie ancien et qui se trouve de fait fractionné à travers le Caucase entre des Arméniens en Russie et des Arméniens dans l'Empire ottoman. Et les uns et les autres, il faut imaginer qu'ils sont mobilisés dans leur pays respectifs. Oui, et parallèlement, je reprends le fil de ma démonstration, parallèlement, toute la propagande des Ottomans, c'est de dire, donc là vous voyez en carte, la Russie versus ses empires centraux. Et tout le rôle de Constantinople et du sultan, c'est de dire les musulmans d'Inde, des Indes britanniques, et les musulmans de l'Afrique du Nord française, vous combattez avec des puissances, avec des kofards, vous combattez avec des infidèles. Donc rejoignez-nous. Et c'est cette photo, alors je pense qu'elle est là, la photo. Non, alors elle est plus loin, désolé. Oui, on est bien dans un moment de la décolonisation. Honnêtement, je vais vous dire, pour moi, la décolonisation, je pense qu'elle commence en 1906. Et c'est pas là que ça commence. Alors 1905, en fait, la victoire russe, enfin non, la victoire des Japonais sur les Russes, 1905. Alors attendez, je vous montre quand même ma photo, et puis ensuite... Ah ben je l'ai perdu. Bon, en fait, je voulais vous montrer un camp de prisonniers allemands en Allemagne où ils avaient regroupé des troupes françaises, se battant sous pavillon français, on va dire, musulmanes, et un camp de rééducation pour leur dire vous êtes musulmans, vous devez nous rejoindre.
Donc ça a été une guerre idéologique aussi. Et qu'est-ce que je voulais... De quoi j'avais commencé à vous parler ? Oui. Alors, en fait, on a tous en mémoire, on a tous vécu le moment 2011, ce qu'on a appelé les printemps arabes, avec cette idée d'une forme de traînée de poudre, d'une vague révolutionnaire qui a commencé à Tunis, qui ensuite s'est propagée en Égypte, puis à Manama, Bahreïn, en Syrie, etc. Bon. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu analogue qui se joue. Alors, 1905, c'est la première fois, et je pense que ça a compté, que des peuples dits asiatiques marquent une victoire contre l'homme blanc. Et je rapprocherai ça aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle le tournant impérialiste des années 1880 et la deuxième moitié du 19e siècle. Elle a essayé de naturaliser, de racialiser en fait l'avantage technologique, militaire, etc., en disant c'est la supériorité évidente de l'homme blanc. Jusqu'à 1905 où là, ça marque la première victoire de Japonais sur les Russes. Aux États-Unis, c'est aussi la première fois qu'un boxeur noir va affronter un boxeur blanc alors qu'ils relevaient de catégories différentes. Et là encore, une victoire. Et alors, donc, il y a cette idée que l'homme blanc n'est plus invincible. Et deuxième idée qui commence, c'est que, vous savez, on a parlé de la révolution jeune turque comme inspirée par la révolution française. Donc l'idée de constitution, l'idée de limiter les pouvoirs du monarque, on est très fiers en France de se dire c'est nous qui l'avons inventé et les autres nous ont imités. Alors bien sûr, il y a des inspirations et la France a servi de refuge à des jeunes ottomans, à des générations de libéraux ottomans qui ont voulu réformer leur pays. Mais c'est... Alors, j'ai perdu le fil. Oui, cette idée de constitution, en 1906, quand elle revient, en fait en 1878, c'est là, 1876, c'est la première constitution ottomane. Et en 1800, et Abdülhamid II arrive au pouvoir, plus de constitution. Et elle revient en 1906. Et là, on va avoir un drapeau où il y a écrit en arabe liberté, égalité, fraternité, et auquel on rajoute une mention qui est adl, la justice. Et la justice comme manière d'islamiser, de rendre audible en termes islamiques la révolution. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a une vague révolutionnaire qui part, on va dire, de la Révolution française, qui se répand en Europe et qui répand l'idée nationale. Mais il y a une autre vague révolutionnaire qui commence la décolonisation en 1905. En 1906, c'est la première révolution constitutionnelle. En fait, elle n'a pas lieu en Turquie, elle a lieu en Iran. Et avec le renversement de la dynastie des Kadjars, 1906, et 1906 aussi, les jeunes Turcs, 1909, déposition de Abdülhamid, et 1912, ça se répand jusqu'au Maroc. En 1908, c'est la première constitution marocaine aussi. Enfin, il y a ce fil, cette contre-vague révolutionnaire, et cette idée qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Et... D'autres questions ? Oui.
Merci beaucoup pour cette conférence, c'est très, très enrichissant. Moi, j'avais une question. On a eu un retour concernant la situation donc, en Palestine par un juif du Ouachiz. Enfin, Du Yishuv, Yishuv, en voilà, 1917. en 1917. Est-ce qu'on a également un document concernant voilà, la situation vue par un Palestinien ou quelle était la situation à ce moment-là selon... Alors, je n'en ai pas, mais il y a... Enfin, je pense que leur protecteur naturel, c'était l'armée ottomane. Et vu du côté palestinien, l'arrivée non seulement des Anglais, des troupes anglaises, mais des Hachémites, des troupes de la révolte arabe, c'est une forme d'invasion. Et pour les notables palestiniens, je dirais que c'est aussi le jeu très compliqué des notables du moment, les notables de Damas. Et ben, à un moment donné, ils préfèrent jouer Gouraud plutôt que Faisal. Et de la même façon qu'en 1912, les notables de Fès ou des villes du Maroc préfèrent jouer l'Ioté et le protectorat plutôt que la révolte des Bédouins. Donc, si vous voulez, on est dans les tensions internes des sociétés. Pour moi, bon, j'ai un peu travaillé la colonisation, mais à partir d'un pays, surtout l'Égypte, où la colonisation n'est pas si claire que ça. Enfin, n'est pas si claire que ça, c'est pas vrai, mais n'est pas si facile à décoder que ça. Et en fait, moi j'en ai tiré l'idée que la colonisation n'aurait jamais marché si elle ne s'était pas immiscée dans les fractures des sociétés. Voilà. Et c'est la Première Guerre mondiale, elle n'échappe pas à ça, mais je crois qu'elle le décuple en fait. Et au prix de souffrances inouïes des populations. Je crois que quelque part, le Palestinien lambda, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, sa seule préoccupation, c'est d'arriver à survivre dans un monde qui est complètement désordonné. Moi, c'est ça que j'aurais tendance à vous répondre. Et par contre, la question de l'occupation, des implantations juives en Palestine, dès la fin du XIXe siècle, elle n'a pas attendu la Première Guerre mondiale pour susciter des oppositions au sein des populations palestiniennes. Dès 1903, vous avez quelqu'un comme Azouri qui dit c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible parce que ça va aboutir à une confrontation entre ces populations qui arrivent et celles qui sont sur place. Oui, voilà. Bon, on a quand même tourné autour d'un mot où on repère des logiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, hein, clairement. Oui. Il y avait une madame. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Je voulais juste vous demander, du coup, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique aujourd'hui autour de la question du conflit israélo-palestinien, et pourquoi toute cette histoire-là que vous exposez n'est pas assez mise en avant. Je veux dire, quand on entend dans les médias, il y a peu de spécialistes, de chercheurs qui prennent la parole et qui s'expriment sur des sujets aussi complexes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un parti pris derrière ? Clairement, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de toutes ces questions qui ne sont pas clairement mises en évidence ? C'est évident que quand on cherche à replacer les choses dans un contexte, c'est très difficile d'avoir accès à toutes ces informations. Donc, qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Quel est votre point de vue vraiment personnel ? Alors, mon point de vue personnel, je dirais que pour ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et puis même avant, c'est, je dirais, beaucoup d'ignorance.
Bon, dans le génocide des Arméniens, la presse était aussi interdite. Enfin, il y a des pressions très fortes qui s'exercent sur les médias, sur les chercheurs aussi, hein, enfin, et beaucoup d'intimidation, mais de tous les côtés. Voilà, alors moi je salue quand même, alors comment il s'appelle, Vincent Duclerc. C'est quelqu'un que je respecte, qui était le président du jury du CAPES à l'époque. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a sorti récemment une biographie de Dreyfus, et où il montre, en fait, c'est quelqu'un qui a été coopérant en Turquie quand il était jeune, et qui, je dirais, au sein du ministère de l'Éducation nationale, il a un peu une réputation de gauchiste, au sens où il est attaché à des figures de savants, enfin de gens qui parlent et qui osent briser le silence. Et c'est lui qui tenait à un texte de Victor Bérard et à ce texte de Michel Seurat. Voilà. Bon, le parcours de Michel Seurat montre que derrière les pressions, il y a aussi énormément de risques. Et donc de peurs légitimes à la fois des chercheurs, des journalistes, de perdre leur poste. Enfin, vous voyez, en ce moment, il y a des tas de chercheurs qui perdent leur poste aux États-Unis. Donc, voilà, on est dans un monde de pression, alors où la survie, elle va dépendre, je dirais, de nos solidarités professionnelles, de notre éthique. Je pense aussi que c'est important d'avoir des éthiques professionnelles et d'arriver à résister aux pressions tout en se disant qu'on n'est pas forcément en position de force. Parce que vous avez une voix qui peut s'exprimer et d'autres voix beaucoup plus puissantes et parfois beaucoup plus armées qui vont s'exprimer et les faire taire. Donc voilà, moi, c'est aussi, je pense, le sens de cette espèce de rapport d'activité que j'ai fait devant vous, parce que j'ai essayé de vous faire rentrer dans la boîte noire de comment se fabriquent des sujets d'examen, quel compromis ça suppose, parce qu'il y a plusieurs intervenants, ça se fait de façon collégiale, hein, ça se fait dans la discussion, et c'est des éclairages différents qui, à partir de documents, laisse parler l'esprit critique des documents et des étudiants et des élèves au final. Voilà, c'est notre manière de résister, mais comme on peut, je dirais. Eh bien, merci beaucoup Frédéric pour cette très belle conférence. Hein. Et puis voilà, comme tu le dis, donc il va falloir qu'on revienne sur ces débats, sur ces sujets, et qu'on essaie en effet de nous éclairer mutuellement, hein, et puis de nous enrichir, hein, les uns des autres, hein, donc à partir de ces avis multiples et différenciés. Merci encore. Voilà, et merci beaucoup de cette invitation. Hein. Oui, alors juste un petit mot pour vous dire que le 14 mai donc, prochain, nous organisons donc une soirée de commémoration dédiée donc, à la mémoire de l'esclavage et des traites, donc, aussi bien dans le monde atlantique que dans le monde arabe et dans les espaces orientaux. Donc voilà, à cette conférence, il y aura donc, une collègue qui vient de l'Arizona, donc il travaille justement sur la traite transatlantique en direction des États-Unis. Un collègue de la Sorbonne qui est d'origine haïtienne et qui travaille en effet sur la question sur la révolution haïtienne. Et on aura également Christian Delorme qui nous parlera donc, de la question de l'esclavage et de la mobilisation ici à Lyon et en France
donc, de certaines personnes contre justement pendant les doléances donc, de la révolution contre l'esclavage. Et puis, je participerai personnellement également à cette soirée, donc en parlant de l'esclavage dans le monde arabe. Et ben, en espérant que vous serez bien présents. Et d'ici là, bonne soirée et merci encore à vous. Merci Salah. Pas facile.